quel est l'objet de l'amour? C'est donc le titre du dialogue philosophique de ce soir. Quand on regarde ce titre, je ne sais pas si ça vous fait la même impression, mais évidemment, il apparaît étrange. Pourquoi? Parce qu'il y a un double singulier, il y a l'objet au singulier et il y a l'amour au singulier. Or, ces deux singuliers, on le sait tous, cachent deux pluriels. Il n'y a pas une forme d'amour, il y a plusieurs formes d'amour, il y a plusieurs types d'amour, il y a plusieurs façons d'aimer, il y a plusieurs manières d'aimer, il y a plusieurs degrés, il y a tout un dégradé de l'amour et de l'affection, de l'attachement, que je ne vais pas vous énumérer, sans doute qu'on en parlera au fur et à mesure de notre discussion. Et donc c'est étonnant de poser un singulier l'amour pour une chose qui est aussi diverse. La deuxième chose qui peut paraître étonnante, c'est le singulier l'objet. Alors c'est encore plus étonnant parce que concernant l'objet de l'amour, en réalité, les objets d'amour sont très divers. On peut aimer des choses très diverses au cours d'une vie, au cours d'une existence. On peut aimer des choses très différentes. On peut même aimer des choses qui ne sont pas des objets en tant que telles. On peut, par exemple, aimer des actions, aimer faire quelque chose. Par exemple, je ne sais pas si vous aimez cuisiner, si vous aimez vous promener, si vous aimez rêver. Vous aimez des choses qui ne sont pas des objets. On peut même aimer aussi des choses qui sont des sensations. Par exemple, je ne sais pas si vous aimez être caressé par le vent, si vous aimez être réchauffé par le soleil, si vous aimez le plaisir d'être transi, par exemple, par un frisson d'excitation devant quelque chose, ce n'est pas un objet. Donc deux choses qui sont très étranges, qui sont ces deux singuliers. Mais j'ai posé ces singuliers, j'ai posé ce titre pour deux raisons fondamentales et pour une troisième raison que je vais vous énoncer là. Les deux raisons fondamentales, c'est que si je commence par l'amour, en réalité, quels que soient les différents types d'amour, les différentes formes d'amour, je ne sais pas si vous en conviendrez, mais l'acte d'aimer, fondamentalement, il est toujours le même. Alors je sais que ça peut paraître étonnant, mais l'acte d'aimer, c'est toujours, je vous propose ça comme définition, puis après on dégrossira les choses ensemble, mais l'acte d'aimer, c'est toujours vouloir le bien de la personne qu'on aime. Alors attendons, je ne dis pas qu'on va lui faire du bien. On peut aimer quelqu'un, lui vouloir du bien et lui faire beaucoup de mal. On peut ne pas avoir l'intelligence du bien qu'on lui veut. Je dis pas qu'on lui fait forcément du bien, mais l'amour à tout le moins, il a un fond commun, c'est toujours vouloir le bien de la personne qu'on aime. Donc le singulier se justifie. Et puis concernant l'objet, c'est vrai que les objets qu'on peut aimer sont très différents. On peut aimer même des choses qui ne sont pas des objets. Mais je vous propose quand même de partir d'une idée qui est très simple, qui est que on aime toujours quelque chose, on aime toujours quelque chose, on aime toujours quelqu'un. On aime toujours quelque chose chez quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours un objet de l'amour, objet entendu au sens large. L'amour, il porte toujours sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est l'une des grandes affirmations de Platon dans son ouvrage Le Banquet, l'amour est toujours amour de quelque chose. Puis il y a une troisième raison qui est qu'en tant que prof de philo, ancien prof de philo, je voulais poser un sujet incompréhensible. Et parce que souvent c'est la psychanalyse qui pose des trucs incompréhensibles. Je voulais quand même rappeler que la philo était la première, nous aussi on sait faire. Donc voilà, il n'y a pas de raison pour que voilà. La priorité quand même, la primeur revient quand même à la philosophie, c'est quand même nous qui sommes les plus énigmatiques. Faut quand même pas, voilà. Alors, petite précaution d'abord avant de commencer, c'est que, comme j'ai dit, les formes d'amour sont très diverses, les manières d'aimer sont très différentes les unes des autres. Je vous propose de restreindre quand même le champ de la discussion, parce que sinon on risque un petit peu de divaguer, si vous voulez. Et donc je vous propose de nous concentrer sur ce qu'on appelle l'amour sentimental, l'amour amoureux, si vous voulez, et de délaisser, au moins dans un premier temps, des formes d'amour que là je vais vous énoncer, mais qu'on ne pourra pas traiter parce que sinon elles excéderaient forcément le champ de la discussion. L'amour filial, l'amour, on peut aimer même un objet inanimé. Si vous aimez une sculpture, si vous aimez un paysage, si vous pouvez aimer un livre. Mais je vous propose de laisser ça de côté, de nous concentrer. On peut aimer même Dieu, il y a un amour mystique. Mais je vous propose de nous concentrer sur l'amour sentimental, l'amour amoureux, si vous voulez. Ça sera déjà pas mal. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, vous n'avez pas le choix, mais je vous pose quand même la question, parce que je trouve que vous savez, c'est toujours la démocratie, c'est quand même une sorte de petite tyrannie démocratique. Ça, je pose quand même la question, il y a un vote, j'écoute et puis je ne tiens pas compte, c'est un peu tout le sel du voilà.
Donc, mais vous avez voté, ça c'était, merci à vous, c'était très beau et je vous remercie. Alors, juste une chose avant de commencer encore, peut-être sur l'objet de l'amour. L'objet, c'est deux choses fondamentalement. Je l'ai dit, c'est la chose qu'on aime. Et puis, c'est aussi la finalité, le but de l'amour. Par exemple, si quelqu'un entreprend une action, fait quelque chose et que vous l'arrêtez, vous dites, attendez, mais quel est l'objet de votre démarche? Vous lui demandez quel est le but, quelle est la finalité, où la personne veut en venir. Et si la question se pose pour l'amour, quel est l'objet de l'amour? C'est que la finalité peut-être de l'amour n'est pas si simple que ça. Je l'ai dit, peut-être qu'il y a un grand fond commun de l'amour qui est de vouloir le bien de la personne qu'on aime, mais en réalité, si la question se pose, c'est que cette finalité ou cet objet n'est pas aussi simple qu'il y paraît au premier abord. Voilà pour mon petit préambule, pour expliquer un petit peu le sujet et pour donner quelques définitions déjà. Alors j'ai une première question qui va vous paraître simple sans doute, mais je la trouve plus profonde qu'il n'y paraît. Au sujet de cet objet de l'amour, est-ce qu'on aime en priorité ceux qui nous ressemblent ou est-ce qu'on aime plutôt ce qui est différent de nous, voire opposé? Je vous cite deux dictons que vous connaissez sans aucun doute. Si je vous dis « qui se ressemble s'assemble », d'accord. Mais si je vous dis « les opposés s'attirent », qu'est-ce qui est le prévalent pour vous? Qu'est-ce qui vous parle le plus entre ces deux dictons? Qu'est-ce qui vous semble le plus vrai dans l'amour? Au moins à titre personnel, qu'est-ce qui vaut le plus pour l'amour? Est-ce que c'est la similitude, c'est un objet similaire à moi que je vais d'abord aimer, ou bien c'est un objet que je ne suis pas, qui est différent, voire opposé à moi, et qui va m'attirer? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Si je vous donne ces deux dictons qui sont des dictons populaires. Vous avez aussi une troisième possibilité, c'est de me dire les deux. Alors dans ce cas-là, il faut m'expliquer le paradoxe, parce que les deux sont en apparence différents. Est-ce que vous pouvez donner vos prénoms quand vous prenez la parole, mademoiselle? Alice. Je pense que la troisième option. Troisième option. C'est sophistiqué tout de suite. Donc l'amour qui dure implique des personnes qui se ressemblent. L'amour qui dure implique des personnes qui se ressemblent, ok. Et l'amour qui ne dure pas ou qui est plus incertain implique des personnes... L'amour plus incertain implique plutôt des opposés. En tout cas, voilà, un amour peut-être plus explosif au départ. Je vous embête exprès. Ça veut dire que si je vous suis, l'amour le plus plan-plan, c'est on se ressemble, on est bien, parce que on est bien, c'est quelqu'un, la personne a les mêmes goûts, les mêmes... Et puis l'amour où ça va être un peu plus détonnant, c'est la personne va être mon opposé, il va y avoir une polarité, mais ça ne va pas durer. C'est ça que vous... C'est un a priori, peut-être la première chose qui me vient en tête quand vous me posez la question. Donc, oui. Non mais je vous titille, hein, mais... D'accord, en tout cas les deux sont vrais à vos yeux et puis vous mettez une notion de durée. Quand il y a une similitude, il y a pas une garantie, mais il y a une possibilité de durée qui est supérieure parce que peut-être, je ne sais pas, il y a un confort. Alors que quand il y a une différence, voire une opposition, une polarité marquée, l'attirance peut exister, mais c'est moins gage de durée. En tout cas, c'est voilà. Ok, d'accord. C'est plus danger. Madame, quel est votre prénom? Anne-Marie. Anne-Marie. C'est plus danger quand quelqu'un ne ressemble pas et on prend des risques. C'est plus dangereux. Oui, c'est plus dangereux. Mais c'est ce qui fait aussi le piment. Ah, d'accord. Donc vous rejoignez un petit peu ce qui a été ma première suggestion, c'est qu'il y a plus de piment à aller vers quelque chose d'inconnu ou de différent ou d'opposé, mais en même temps vous dites donc plus de danger, plus de risques. Oui. Mariana. En fait, c'est la durée et l'intensité. La durée et l'intensité qui distinguent ces deux formes d'amour. Ok. Madame, attendez. Véronique. Je pense que être attiré par la différence permet de compléter une personnalité acquise et du coup, effectivement, c'est complémentaire en fait. Ah, il y a une notion... Ah, bien joué. Une notion de complémentarité. Rappelez-moi votre prénom. Véronique frappe fort. Parce que Mariana, Anne-Marie, Alice avaient dit oui d'accord, mais peut-être l'amour au plus long cours, c'est la similitude, c'est le confort, la ressemblance, etc. Mais là vous dites oui mais il n'y a pas de complémentarité. Il y a complémentarité quand il y a une opposée qui vient m'apporter ce que je ne suis pas ou ce que je n'ai pas. Ok. Fabienne. Moi je suis pas trop d'accord avec ce thème parce que c'est un peu l'Everest, l'amour. Ce qui m'intéresse, je trouve plus intéressant, c'est la rencontre. Ah, vous voulez changer de dialogue philosophique, c'est ce que vous me...
Alors Fabienne, je trouve que c'est une très bonne suggestion. Et en tout cas, je trouve que le thème de la rencontre est très bien aussi. Il est évidemment il est central dans l'amour, mais peut-être par commodité, je vous propose de rester sur le thème parce que sinon on va pas s'en sortir parce que s'il faut changer maintenant. Mais la rencontre évidemment est très importante, mais on pourra l'évoquer d'ailleurs à travers la question de l'amour, cette question de la rencontre. Mais je vais quand même rester sur le thème. Et alors, comment vous faites pour faire tout de suite l'amour avant la rencontre? Alors vous me posez la question à titre personnel ou comment Comment peut-on faire l'amour avant la rencontre? Alors moi je n'ai jamais fait l'amour avant de rencontrer quelqu'un, mais je j'ai pas. Ah, le thème. Situer d'emblée quelque chose de si puissant, de si vaste, avant une rencontre, je ne comprends pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de priorité de la rencontre par rapport à l'amour. Il peut être concomitant à la rencontre. Donc, cette question de chronologie avant, après, me semble pas forcément. Oui, c'est le thème. Enfin, je veux dire, c'est votre thème, oui. Oui, je suis désolé, Fabienne, pour ce thème. Vous n'auriez pas dû venir. Est-ce que, alors, j'ai pas vu qui était la. Alors, Anne-Laure au fond, et puis après, mesdames, oui. Bonsoir. Moi, je pense que en amour, c'est important de s'entendre sur l'essentiel. Ça me paraît essentiel pour soi. Et le reste, après, on peut faire des concessions sur... L'entente qui est primordiale et qui peut exister qu'il y ait similitude ou dissimilitude d'ailleurs. Si en tout cas il y a dialogue, s'il y a, d'accord, rencontre ou convergence des esprits. Madame et après madame. Béatrice. Je voulais rebondir. Parfois, l'amour est déjà dans la tête avant la rencontre même. Donc, c'est pas... Ah, vous n'avez pas vous lancer sur la rencontre quand même. Hein. Mais je voulais dire aussi qu'on pense parfois que l'autre va être complémentaire et l'autre il est toujours différent de soi. Donc en fait, c'est un peu une illusion de penser que l'autre il vous ressemble, donc c'est pour ça qu'il vous attire et tout. Alors il y a deux choses dans ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que vous me dites l'autre on voudrait le changer, Non. mais il reste différent. Parce qu'il ne peut y avoir complémentarité que s'il y a différence justement. C'est pas un reproche à la complémentarité, c'est la condition de la complémentarité. Il ne peut y avoir complémentarité que s'il y a cette différence. Donc, parce que vous la mettez un peu au passif de la... Parce que sociologiquement, on sait bien que les gens, ils se rencontrent souvent par affinité, par Et oui, c'est pour ça, tout à fait. tout. Mais en fait, c'est une illusion, puisque même dans la même catégorie sociale et tout, vous allez être très différent de l'autre. Oui, alors c'est intéressant, même dans la même catégorie sociale. Alors il y a un exemple très célèbre de Schopenhauer là-dessus, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, quand je vous demanderai peut-être s'il y a une racine instinctive de l'amour. Schopenhauer dit très bien qu'on peut partager les mêmes goûts, les mêmes activités avec quelqu'un, les mêmes centres d'intérêt, avoir, on parlait de confort, beaucoup de plaisir à côtoyer cette personne, et puis cette personne, elle reste un bon ami ou une bonne amie, et on n'a pas d'attraction pour elle. Et donc la similitude, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, parce qu'elle permet aux personnes de se rejoindre sur des goûts, des intérêts. Il ne faut pas non plus tout balayer. Si on est différent sur tout, ça va être, oui, j'entends c'est compliqué, ça peut être conflictuel, ça peut être source de beaucoup de malentendus. Oui, madame. Et après, Frédéric. Oui. Océane. Pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, pour moi, des personnes qui se ressemblent, c'est essentiel en termes de valeurs. Pas forcément. Les valeurs sont essentielles. C'est le socle Oui, pour vous. Ok. Mais que la différence est importante dans l'aspect, dans le sens où on peut rechercher chez l'autre ce qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas forcément. Tout à fait. D'accord. Donc pour vous, il y a un socle qui est, comment dirais-je, la condition sine qua non. Et puis, il y a une différence qui apporte une complémentarité. OK. Et donc, vous rejoignez ce qui était l'opinion de Véronique. Frédéric, et puis après, madame. Frédéric, j'avais une question, mais j'ai l'impression que madame vient d'y répondre. C'est-à-dire, je me demandais en quoi essayer de déterminer si on est plutôt attiré par ce qui est loin de nous ou ce qui est proche de nous permet de répondre à la question. Je ne voyais pas bien en quoi ça permettait de répondre à la question, mais madame a dit peut-être que si c'est une histoire d'opposés qui s'attirent, ça
la finalité, parce que quel est l'objet de l'amour, c'est comme quelle est la finalité de l'amour, on est bien d'accord? Là, pour l'instant, on est sur l'objet au sens de ce qu'on aime. Est-ce que ce qu'on aime chez l'autre, c'est ce qui nous ressemble, la similitude qu'on partage et qui crée un climat de confiance, d'attraction, ou bien ce qu'on aime chez l'autre, c'est ce qui est différent, voire opposé à nous, et qui provoque l'inclination, l'attraction, l'intérêt, etc. Oui. Je crois que ce qu'elle voulait dire, madame, c'est que par définition, si on aime quelqu'un d'autre, il est autre. Sinon, on s'aime soi et on est tranquille avec soi. Mais à partir du moment où on va vers l'autre, il y a, quel que soit le point ou d'achoppement ou d'accord, il y a de toute façon une différence qui est enrichissante. Et que, Tout à fait. Si on aime déjà un autre que nous, c'est que de toute façon, on va vers l'altérité. Cela étant dit, on peut avoir un amour narcissique, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui aiment se regarder dans le regard de l'autre, qui aiment que l'autre les voilà, qui aiment être valorisés par le regard de l'autre. Donc finalement, ils aiment l'autre parce que l'autre leur renvoie une image qui les flatte, voilà. Donc on peut aussi s'aimer narcissiquement à travers l'autre. Donc il y a quelque chose d'ambigu. Moi, ce que je vous propose, c'est une petite référence sur ce point que je viens d'évoquer et que je vous enverrai. Donc si vous avez mis la petite inscription du mail, c'est qu'il y a un auteur célèbre qui est Émile Durkheim, qui, dans un ouvrage qui s'appelle « De la division sociale du travail », qui date de la fin du 19e, c'est 1893, pour donner la date exacte, dit quelque chose, c'est dans le livre 1, voilà, c'est dans la section 2, vous regarderez ça. Il dit que, et je ne sais pas si on serait d'accord, ça rejoint une intuition ancienne d'ailleurs de Platon, nous aimons les autres parce que nous avons des insuffisances. Si on se suffisait à soi-même, on n'irait pas voir les autres. On va chercher chez l'autre quelque chose parce qu'on ne se suffit pas à soi-même. Donc on a des insuffisances, des manques, on a des imperfections, et donc on va aller chercher chez l'autre, mais attention, il dit, oui, une certaine similitude, c'est vrai, il le dit en tant que sociologue, mais aussi une certaine différence. Et il propose la chose suivante, vous allez me dire si vous êtes d'accord, il dit que tous les opposés ne s'attirent pas, ne peuvent pas être l'un pour l'autre un objet d'amour. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opposés qui sont contradictoires l'un à l'autre. Je prends quelques exemples, qui sont des exemples d'ailleurs de Durkheim. Il dit un caractère doux, un esprit tranquille peut difficilement aimer, avoir une relation d'amour accomplie avec un caractère âcre, acrimonieux ou médisant. Ou par exemple une personne qui est généreuse peut difficilement avoir une entente amoureuse avec quelqu'un qui est profondément avare, profondément mesquin, etc. Ou, je ne sais pas, quelqu'un de très franc, d'intègre, peut difficilement avoir une relation amoureuse, une entente amoureuse avec quelqu'un qui est sournois et hypocrite. Donc Durkheim nous dit, attention, les différences qui s'attirent et qui font le sel de la rencontre. Ah oui, un peu de métier là, comme je retombe sur le... Les différences qui s'attirent, ce sont les différences compatibles et complémentaires. Les différences compatibles et complémentaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux conclusions qu'on peut en tirer. La première, c'est que j'aime l'autre à partir de mes manques, et que, deuxième conclusion, il y a quelque chose d'existentiel dans l'amour. C'est que on est plus à deux qu'on est tout seul. Ça, c'est le premier point au sujet de l'objet de l'amour. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est ma deuxième question, puisque je suis là pour ça. Il va falloir vous mouiller un peu, là. Hein. Mouiller un peu le maillot, voilà, comme on dit. Qu'est-ce que vous aimez chez quelqu'un ? Qu'est-ce que vous aimez chez quelqu'un ? Attendez. J'élargis un peu. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est aimable à vos yeux ? C'est-à-dire digne d'être aimé. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez ou que vous pourriez l'aimer, ou que vous avez pu l'aimer ? Pensez aux personnes que vous avez aimées d'un amour sentimental. Qu'est-ce que vous aimez chez quelqu'un d'autre ? Vous avez 2 heures. Qu'est-ce que vous aimez chez quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que vous trouvez comme objet d'amour ? Qu'est-ce que vous trouvez aimable chez quelqu'un ? Ça peut être différent. Ah non, mais ça peut être différent d'une personne à une autre, mais j'allais dire, dites-moi pour vous, vous savez, on va un peu retomber quand même sur les mêmes choses. Si vous me dites, j'aime sa méchanceté, son injustice, vous allez être un petit peu seul, mais il y a aussi un côté sophistiqué, parce que là, vous distinguez, bon, les gens se disent, voilà, c'est quelqu'un. Mais voilà, ça existe. Alors, la question est de savoir si on l'aime malgré
sa méchanceté ou pour sa méchanceté. C'est toujours un peu la méchanceté. Françoise, je vous écoute. Je résumerais ça à un mot, sa présence. Sa présence. Ah, c'est un mot énigmatique en même temps, bien joué. Sa présence. Alors j'écris, ça sert à rien, parce que la plupart des personnes ne verront pas, mais j'écris quand même, hein, c'est important. Ça fait partie d'un jeu de scène, sa présence, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, madame, quel est votre prénom? Le partage intellectuel aussi. Enfin, d'échanger, de partager. Quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie. Qualité intellectuelle, partage, entente intellectuelle, fraternité des esprits. Qualité intellectuelle. Qualité ou entente intellectuelle. D'accord, ok. Véronique. Pardon? Le regard. C'est-à-dire un élément physique, mais qu'est-ce que vous aimez dans le regard? Avec des intentions qui sont comment ce sont des intentions positives. Non, mais c'est déjà beaucoup si vous sentez une bienveillance, des intentions positives. C'est ce que moi j'appellerais une qualité morale. Ok, d'accord. Des qualités intellectuelles, des qualités ou une qualité morale. Ok. Mariana. Oui. Stabilité économique. Et d'ailleurs, je voulais ajouter la sécurité qu'il peut représenter, il ou elle peut représenter. Si, puisque c'est la sécurité financière. C'est se sentir protégé, mais pas forcément. Mais je disais financière, économique, non? C'est financière, c'est important. Ok. On est dans une société capitaliste. Oui. Et je voulais rebondir Bah oui. sur les compléments que vous avez fait par rapport à la personne qui est généreuse. Oui. Le complément, c'est pas la personne qui est avare. Non, justement. Ah oui, on pourrait le dire aussi comme ça, quoique la personne vénale, c'est la personne qui se vend, l'opposé, ce serait plutôt l'incorruptible. Mais on peut aussi le formuler comme ça, tout à fait. Hein. On peut être les deux, on peut être vénal et avare. Je ne vais pas prendre des exemples dans le monde politique quand même. Bon, alors, oui, je vous entends. Alors, Anna et puis après Madame. Moi, je dirais l'énergie. La vitalité. La vitalité. Qualité de... Ok, super. Vitalité. Ok. J'ai oublié parce que moi-même, c'est qu'est-ce que vous aimez chez quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous trouvez digne d'être aimé? Aimable. Alors attendez, madame, il y avait madame avant et puis après je viens tout de suite à vous. Catherine. Ce que j'apprécie chez quelqu'un, c'est sa culture, parce que j'aime bien... Qualité intellectuelle, culturelle aussi, la culture. Toujours, en fait, quand il y a discute avec quelqu'un, c'est apprendre des choses, quelqu'un qui me tire vers le haut. D'accord, quelqu'un qui vous apporte, qui vous porte, qui vous ouvre des horizons, qualité intellectuelle, etc. D'accord. Alors, madame, du coup, et puis après, oui. Alors, moi, ça va être le jeu de l'avoir. Et après, on voit. Le jeu de L'avoir. Ah, ce qui vous attire, c'est de posséder la personne. Voilà. Mais j'allais dire... Pas de posséder, l'avoir. Et après, on voit. Ah, d'accord. Mais... Oui, mais... Oui. Oui, le prendre dans vos filets. Le prendre dans vos filets. Le séduire. Je suis d'accord, mais... Attendez. Ah, et après, vous voyez les qualités. Ah, tout de suite, si vous voulez indépendamment de ces... Non, mais vous n'avez pas une attraction... Attendez, parce que vous n'avez pas une attraction quand même indifférenciée pour tout un chacun. Il y a quand même des personnes qui vous plaisent plus que d'autres. Donc, il y a des personnes que vous voulez avoir. Et quelles sont ces personnes... Alors, qu'ont les personnes que vous souhaitez, entre guillemets, avoir plus que les autres? Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce que vous leur trouvez? Ou quelles sont les qualités qui font que pour vous... Ah, vous êtes complètement aveugle au début, vous êtes... D'accord. Ah, donc c'est quand même une attraction physique. C'est, on pourrait dire, avoir des atomes crochus, c'est quand même avoir quelque chose qui... Une attirance, une attraction, quelque chose qui se dégage. Oui, mais il y a donc quand même une caractéristique physique.
Alors, mais je trouve que je vous remercie. Quel est votre prénom? Chut, chut, chut. Je vous remercie parce que vous êtes la plus honnête. Parce que moi, je pensais que vous m'aimiez d'abord. Moi, j'aime les gens qui sont beaux, agréables à regarder, etc. Au début, non, pas du tout. Moi, c'est l'intellect, les qualités morales, voilà. C'est important, bien sûr, mais si la personne est aussi bien faite, c'est un plus, quand même. Voilà, on n'en disconviendra pas. Alors, non, mais attendez, je ne dis pas que vous partagez le même critère que tous les autres, mais il faut quand même souvent que la personne vous plaise. À vous, vous personnellement. Hein. Madame, et puis après, je reviens au premier rang. Joël. La joie de vivre, la fantaisie. D'accord, on pourrait dire aussi l'humour. L'humour, une qualité qui fait partie des qualités morales d'ailleurs. L'humour, la fantaisie, et même, je dirais, je ne sais pas si vous en seriez d'accord, une qualité spirituelle aussi, avoir de l'esprit. Ok. Frédéric, et puis après, Alice, pardon. Ah, pardon, Franck, oui. Oui, alors, je vais peut-être poser une question embêtante, mais Pascal disait, Blaise Pascal, que si on énumère les qualités qu'on aime chez quelqu'un, on n'aime jamais la personne, on n'aime que des qualités. C'est le paradoxe auquel je voulais aboutir. Il y a un collègue qui s'était caché dans la salle. Maintenant, vous savez qui c'est. Donc, je vais y venir à ce paradoxe, mais qui est vraiment ce à quoi je veux aboutir, parce que ça, c'est fondamental. Ça se retourne. Ah, d'accord, très bien. Je vais y venir. Alors, je prends une dernière... je sais que je vais couper un peu l'herbe sous le pied, mais il y a une option, il y a un crédit. Hein, il y a aussi des crédits. On peut, voilà. Pour les questions suivantes, Fabienne, allez-y. Oui, alors moi, je dirais la vie. La vie, mais la vitalité, la force de vie, l'appétit de vivre. Mais, alors, attendez, parce que là, c'est... Alors, on peut aimer quelqu'un de mort aussi, mais c'est de la nécrophilie, mais... d'accord, donc la vie, ok, très bien. Je pense quand même que c'est un trait commun des personnes qu'on rencontre, donc ça se pose bien. Donc c'est tout à fait, en tout cas, c'est tout à fait justifié, je ne m'opposerai pas à ça. On rencontre des vivants. Alors, effectivement, il y a au moins deux problèmes qui se posent que je vais vous énoncer, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Là, vous m'avez énuméré évidemment des qualités, alors qualité morale, intellectuelle, culturelle, qualité physique, qualité de pulsion de vie, de vitalité, etc. On aurait pu continuer l'énumération, on peut être charmé par la générosité d'une personne, sa montée d'âme, etc. Par tout un ensemble de qualités. Or, premier problème, on dit souvent, alors c'est peut-être une expression un petit peu éculée, l'amour est aveugle, mais on dit souvent que le propre de l'amour, c'est de ne pas discerner les qualités, de manquer de discernement, voire, prêtez bien attention, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, de distordre ou de transformer les défauts en qualités. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'amour n'est pas une puissance de discernement, mais plutôt une puissance d'aveuglement, justement, sur les qualités? Ce qui pose un problème pour le choix de l'objet aimé, parce que Alice, j'ai beaucoup aimé son intervention, parce qu'elle dit on aime quelqu'un pour ses qualités, et puis après, c'est ces mêmes qualités, je trouve c'est génial, c'est ces mêmes qualités qui font qu'après, on l'aime plus ou moins. J'allais dire, mais est-ce que c'était ces qualités que vous avez aimées, ou c'était des qualités que vous avez vues? Parce que je ne dis pas que vous vouliez les voir, mais le sentiment a fait que vous avez prêté ces qualités à la personne, vous avez transformé des défauts en qualités, je ne sais pas, et puis qu'après, vous avez constaté que ce n'était pas le cas. Est-ce que, pour vous, l'amour est une puissance de discernement ou plutôt une puissance d'aveuglement? Comme ça. Oui, on peut aimer quelqu'un qui a des défauts, bien sûr. On peut même aimer, et c'est dommage que... Mais tout à fait, je pense qu'il existe bien sûr des défauts charmants. Et on peut être rassuré même par les défauts de quelqu'un. Et peut-être aimer d'autant plus la personne que ça la rend humaine aussi. Parce que quelqu'un qui n'a aucun défaut, c'est un peu... voilà. Moi, je dirais qu'à l'âge où on arrive, on a du discernement, même en amour. Mais tout dépend du seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'on va tout à fait regarder le nombre de qualités et le nombre de défauts, mais s'il y a plus pour nous de qualités que de défauts... Ah, vous faites une sorte de comptabilité, il y a un actif, il y a un passif. On connaît ses défauts, on connaît, on les accepte. D'accord, tout à fait. Vous avez... Alors ça, c'est effectivement, c'est un amour conscient, lucide, qui est pourvu effectivement d'une analyse, d'un discernement qui dit, bon voilà, la personne a des défauts, vous parlez de maturité, je sais que la personne a ses défauts, mais
le compte de ses qualités qui me charment est supérieur à ses défauts et à leurs désagréments, peut-être. Madame, quel est votre prénom? Muriel ou Muriel. Muriel. Et après, madame. Moi, je dirais qu'au début, c'est de l'aveuglement, peut-être. C'est de l'aveuglement, d'accord. Mais cette période-là, je me dis que c'est pas vraiment de l'amour, c'est peut-être tomber amoureux, c'est un peu différent pour moi. Et qu'après, on est plus dans le discernement quand vraiment c'est de l'amour. Je me dis qu'au début, c'est pas forcément de l'amour. Je sais pas. C'est une question aussi. Alors vous scindez, vous dites au début, il y a un aveuglement parce que on n'est pas, en fait, on ne fait pas que aimer, on est amoureuse ou amoureux. Et après la période amoureuse, ça fadit. Et il reste l'amour qui devient plus lucide. Il y a un 2 temps de l'amour. Ok. Marianne, oui. Je pensais que, en dehors de tout ça, en premier, c'était le désir. Le désir pour une personne. Ah oui, bah, c'est-à-dire il y a et après l'amour. Oui. En réalité, c'est difficile. Au début, comme Muriel, on ne peut pas trop réfléchir en fait. Oui, je comprends. Et comme madame qui disait au début, bah voilà, c'est instinctif, c'est une attraction. Ben, je dirais que l'un peut aller avec l'autre ou peut marcher sans l'autre. C'est-à-dire vous pouvez avoir beaucoup d'attraction pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Et puis vous pouvez aimer quelqu'un et ne pas le désirer. C'est la difficulté aussi dans un couple où il y a des couples qui s'aiment mais qui le désir n'est peut-être plus là ou n'a plus été ravivé, etc. Donc, oui. Ça se recoupe. Mais c'est surtout le sentiment de désir, l'envie de connaître cette personne, etc. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il y a 2 thèses à ce sujet et ça me permet d'en venir d'expliquer donc le premier problème que j'ai posé, qui est l'amour. Est-ce que c'est une puissance de discernement ou d'aveuglement? Il y a une opposition, souvent en philosophie. Alors il y a 2 grands auteurs que je peux citer comme ça, qui sont un peu emblématiques. Il y a d'un côté quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau qui pense que le désir est indistinct, indéterminé, quand il est de l'ordre de la pulsion, peut-on dire, de l'instinct, et que c'est la conscience, la réflexion qui fait l'amour, le choix amoureux. Parce qu'il y a un choix amoureux quand même. Et puis, il y a un autre auteur qui est Schopenhauer, qui est aussi lui, emblématique, qui pense que l'instinct a du discernement, que instinctivement on est attiré par des personnes parce qu'il y a une complémentarité, dit-il, pour ne pas de penser la même chose, biologique qui peut s'établir entre les deux, et que l'instinct, comment dirais-je, d'une certaine façon, y voit clair, parfois plus clair que la personne. Alors, je vous cite un passage de Rousseau qui explique ce problème. Rousseau, lui, défend la thèse que l'amour n'est pas une puissance d'aveuglement, c'est une puissance de discernement. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il dit finalement, l'amour, je parlais du choix amoureux, l'amour est un choix. Il y a un choix amoureux, il y a une préférence. Si on préfère quelqu'un à quelqu'un d'autre, alors je sais que madame m'a dit tout à l'heure, je veux d'abord avoir la personne et puis après je fais un petit peu, je démêle un petit peu les choses, mais si on préfère une personne aux autres, c'est qu'on les a comparées. Ah bah oui. Et si on les a comparés, c'est qu'on a un jugement. Et si on pose un jugement, c'est une faculté qui implique au moins un minimum de discernement des qualités qu'on va comparer pour choisir la personne qu'on va préférer aux autres. Donc si l'amour est un choix, il implique du discernement. Alors, il y a de très belles phrases de Rousseau, je vous les cite, mais vous les aurez dans le texte quand je vous l'enverrai. Rousseau dit ça dans un livre qui s'appelle Émile, qui me sont nés en 1762, on est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et il dit la chose suivante, il dit les préférences, le choix, l'attachement personnel sont l'ouvrage des Lumières. Lumière, c'est la conscience, l'intelligence, la raison. Sont l'ouvrage des Lumières, de l'habitude, des préjugés de l'habitude. Pourquoi? Parce que dans notre vie sociale, on a l'habitude de comparer les gens, et donc c'est difficile de penser qu'on va aimer quelqu'un sans avoir comparé les mérites, les qualités, etc. Et il a une très belle phrase qui résume un peu ça. Il dit « On a fait l'amour aveugle parce qu'il a de meilleurs yeux que nous ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous croisez quelqu'un dans la rue ou un couple, ou pas vous parce que vous n'êtes pas médisant, mais d'autres personnes que vous avez entendues, et vous entendez une personne qui dit au sujet de ce couple « Je ne sais pas ce qu'elle lui trouve, mais qu'est-ce qu'elle peut lui trouver ?» Regardez la personne et dites « Mais c'est incroyable. » Ou alors l'inverse, « Mais qu'est-ce qu'il lui trouve et qu'est-ce qu'elle a ?» Elle n'a rien du tout. Elle n'a rien pour elle. Vraiment, je ne vois pas pourquoi il l'a choisi finalement. Il n'y a pas de qualité distinctive qui pourrait faire penser qu'il y a une préférence légitime. Et en fait, Rousseau dit non. C'est que la personne, elle a fait une comparaison, elle a fait un choix, elle a une préférence,
Et je vais renforcer le paradoxe, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Est-ce que même parfois, il faut aimer une personne pour voir certaines de ses qualités? Est-ce que ce n'est pas quand on aime une personne qu'on arrive à voir des choses qu'on ne verrait pas si on ne l'aimait pas? Est-ce que ça ne marche pas aussi dans ce sens-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'on arrive à discerner une beauté, etc. Évidemment, si vous n'aimez pas la personne, vous restez aveugle. Vous êtes plutôt d'accord avec ça? D'accord. Donc vous êtes plutôt camp Rousseau. Eh ben, vous avez tort, mais c'est bien. Non, je ne suis pas un adepte de Schopenhauer, mais voilà ce qu'il défend. Et puis il y a un deuxième problème. Le premier problème, je vous l'ai dit, mais si vous aimez des qualités, comment dirais-je, est-ce que vous vous trompez sur les qualités? Est-ce que l'amour n'est pas une puissance d'aveuglement, ou est-ce que vous voyez bien les qualités? Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il a été soulevé par Franck, il a été énoncé de façon magistrale par Blaise Pascal au XVIIe siècle. C'est que Pascal dit quelque chose qui est assez terrible. Alors, je ne vais pas me lancer dans un plaidoyer ou un long développement, je vous l'indique en passant, parce que ça pourrait être le thème de tout un dialogue philosophique. Pascal dit on n'aime jamais personne, on n'aime jamais une personne, si vous voulez, pour elle-même. On n'aime jamais une personne. Pourquoi? Parce qu'on l'aime toujours pour des qualités intellectuelles, morales, de vitalité, d'humour, physique, etc. On l'aime toujours pour des qualités qui font que on préfère une personne à une autre. Et Pascal dit attention, une personne est toujours distincte de ses qualités. Pourquoi? Parce qu'elle peut perdre de ses qualités en restant elle-même. Ça veut dire que si on aime une personne pour ses qualités, d'une certaine façon, on n'aime pas la personne pour elle-même. Il le dit dans, je cite une phrase très célèbre, il dit « Si je perds ma mémoire, mon jugement, même ton moi, est-ce qu'on va encore m'aimer ?» Et il dit non, parce que d'une certaine façon, si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, on ne m'aime pas pour moi-même, parce que je peux perdre ses qualités sans me perdre moi-même. C'est ça qui est troublant. Je vous donne un exemple pour le montrer, parce que ça peut paraître un petit peu abstrait, ce que je viens de vous dire. Et puis l'énoncé est dur. Vous allez me dire, attendez, on n'aime jamais une personne pour elle-même, on n'aime que ses qualités. Je prends l'exemple de quelqu'un qui aime bien des qualités, je prends l'exemple de Don Juan. Don Juan de Molière, si vous regardez la pièce, on est dans l'acte 1, la scène 2, il discute avec son valet Sganarelle. Et Sganarelle lui reproche d'aimer un peu de tous côtés. Et il lui dit la chose suivante. Oui, mais moi j'aime la beauté des femmes. Vous transposez, si vous aimez la beauté des hommes. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce plaidoyer. Il dit, moi j'aime la beauté des femmes. La beauté, c'est une qualité qui rend digne d'être aimable. Il a raison. La beauté, c'est digne d'être aimé. Et donc, rendre à quelqu'un, témoigner à quelqu'un de son mérite, c'est d'une certaine façon aimer la qualité qui mérite d'être aimée. Et donc Don Juan dit, mais comme moi j'aime la beauté des femmes, pourquoi est-ce que j'aimerais pas la suivante après avoir aimé la première? Parce que l'autre, elle est belle aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argumentaire? Si vous aimez une qualité, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas une autre personne qui a la même qualité, d'une certaine façon? Parce qu'on n'aime pas pour une seule qualité, on aime pour plusieurs qualités. C'est vrai, mais toutes ces qualités que vous aimez chez quelqu'un, elles existent chez d'autres que vous n'aimez pas. Eh bien parce que la personne que l'on aime, elle a toutes les qualités. Ah oui, que les autres n'ont pas, d'accord. Oui. Oui. Vous croyez que vous pensez que Don Juan, d'ailleurs, ça me fait penser aussi à Casanova, qui était un maître à femme. C'était plus pour l'aspect physique que intellectuel. Alors on peut le voir comme ça, on peut aussi voir une sorte de défi chez Don Juan, mais Don Juan il a un argumentaire qui est intéressant pour nous parce qu'il dit, moi j'aime des qualités, quand une personne elle a des qualités, je ne vois pas pourquoi je m'interdirais de l'aimer. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui, madame. Daniel. Il parle juste de conquête, pas d'amour. Madame aussi parlait de conquête. Oui, mais est-ce que l'amour c'est la conquête? C'est un mode amoureux, bien sûr, parmi d'autres. Oui, bien sûr. Oui, Fabienne. Oui, mais au départ, vous avez dit comme ça, l'acte d'aimer, c'est vouloir le bien. Alors pourquoi vous faites tout ça? Parce que c'est vrai, si on aime quelqu'un, on veut le bien, on ne va pas choisir. On veut le bien de cette personne. Même si cette personne, elle est difforme, même si elle n'est pas agréable, justement, on va lui donner cet amour. On veut simplement le bien de la personne. C'est vrai, vous faites référence à quelque chose de très profond qui est l'amour inconditionnel, mais qui dépasse l'amour sentimental. C'est pour ça que j'ai dit au début,
Il y a un passage très très beau que vous pouvez relire. Je me demande si ce n'est pas dans l'évangile de Luc qu'il faudrait revoir. Vous savez, Jésus pose 3 fois la question à Simon-Pierre de savoir s'il aime. Et en grec, c'est important parce qu'en grec, il y a le terme agapé. Et il dit agapasme, est-ce que tu m'aimes d'un amour Et Simon-Pierre lui répond avec un autre terme, il lui répond avec le terme philia. Il dit philoté, je t'aime bien. Et il lui pose la 2e fois la question, avec le même terme agapasme, tu m'aimes, mais d'un amour qui. Agapé, c'est un amour qui va au-delà de. Et Simon-Pierre, il est triste parce qu'on lui pose une 2e fois la question, il ne comprend pas, il dit à Jésus, mais je t'aime, philoté, je t'aime bien. Il lui pose une 3e fois la question, et il se met à son niveau. Et il emploie le verbe philein. Tu m'aimes bien alors? Et Simon-Pierre lui dit oui, je t'aime bien. Et en fait, tout est dit. Soit il n'a pas compris ce que l'autre lui demande, soit il ne peut pas lui donner. Donc, effectivement, l'amour, il peut dépasser effectivement toutes les qualités qu'on veut trouver chez quelqu'un. Mais vous voyez, le problème, c'est que si on aime des qualités chez une personne, il y a un grand problème qui est que d'autres personnes ont les mêmes qualités que pourtant nous n'aimons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur l'objet, pourquoi est-ce qu'on aime une personne? Alors vous allez peut-être me dire, vous aimez 2 personnes. Ou 3 personnes. On ne peut pas aimer la Terre entière. Je ne sais pas combien de personnes vous avez aimé en même temps, mais admettons que vous aimiez donc 2 ou 3 personnes, parce qu'à un moment, il y a quand même, je veux dire, c'est complet. On ne peut pas non plus démultiplier. Vous pouvez, voilà, bon, voilà. La question, c'est que oui, on aime les personnes, en tout cas en apparence pour leur qualité, c'est ce qui fait d'une personne un objet d'amour, mais en réalité, on n'aime pas d'autres personnes qui ont aussi, ne vous en déplaise madame, parce qu'il n'y a pas que votre compagnon qui a toutes ces qualités, il y a aussi d'autres personnes qui ont toutes ces qualités et que pourtant vous n'aimez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'amour que peut-être on ne peut pas totalement expliquer. C'est-à-dire, vous pouvez demander à quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, demander à quelqu'un pourquoi tu l'aimes, et vous énumérez toutes les raisons. Mais en fait, c'est peut-être pas suffisant. Oui, monsieur. Du coup, moi, je considère qu'on les aurait mais tout pareil, ces personnes qui ont les mêmes qualités, simplement qu'on les a pas rencontrées à ce moment-là et à cet endroit-là. Ah oui, elles auraient pu se substituer. En fait, c'est juste que vous disiez, à 3, c'est complet, effectivement. On n'a pas la capacité à la fois temporelle et spatiale. Et psychique. Oui, mais j'allais dire, alors, je vous fais une objection, mais ce n'est pas forcément parce que je défends ça. L'amour, c'est aussi une question symbolique, parce que quand je dis on peut aimer 2 personnes, 3 personnes, choisir une personne, c'est d'une certaine façon symboliquement une unicité qui est différente de la multiplicité, d'aimer une personne parce qu'elle est un exemplaire d'une série. Et donc il y a toujours une notion symbolique dans ce choix, je parlais du choix amoureux, qui est l'unicité ou pas. On peut aimer aussi 2 personnes, c'est très commun dans la littérature. Quelqu'un, un héros, une héroïne qui aime 2 personnes et qui est partagé dans une dualité. C'est aussi une grande figure symbolique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être qu'on aime les autres pour leurs qualités. Madame disait, mais je vois les qualités après. Et en fait, peut-être qu'on aime les autres par surcroît de leurs qualités, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, parce qu'il y a un je ne sais quoi, parce que c'est comme si vous voulez... Il y a une alchimie, puis il y a un effet global. Un visage, ce n'est pas une accumulation simplement de parties. Un visage, c'est une totalité qui vous parle, et tout d'un coup, il y a un sourire, et vous ne pouvez pas dire, il y a cet élément-là, et... Oui, madame. Béatrice. Parce qu'il y a aussi un échange, un retour, peut-être une réciprocité à un moment. Tout à fait, et qui fait que vous avez une relation à quelqu'un, et que vous n'avez pas forcément la même relation à l'autre qui va nourrir l'attraction que vous avez pour cette personne. Dans cet exemple de dualité, on fait le choix parce qu'on est obligé de faire le choix. Et donc, ce choix ultime, il est forcément lié à la société qui nous entoure. Oui, c'est vrai qu'il y a une composante sociale. Ah oui. C'est vrai. Qui est bien vu par mes parents, celle qui est bien vue par mes amis ou... C'est vrai, tout à fait. Mais peut-être que, oui, on pourrait avoir un polyamour, etc. Mais comme disait monsieur, il y a peut-être une limite psychique à la capacité de développer des liens amoureux avec une multiplicité d'êtres, parce qu'on est aussi des êtres finis. Et que donc... c'est pour ça. Il a parlé de l'espace-temps. Tout à fait. Le choix parce que tu as une deadline, tu as un jalon, sinon le temps passe. Et du coup, en fonction de critères de la société, tu fais le choix rapidement avant qu'il parte. Oui, il faut se presser, quoi, parce que sinon, risque de... D'accord. Oui, puis il y en a une autre, il y a une autre qui risque de passer. Alors, on a vu 2 choses importantes. On a vu la première question, c'était est-ce que vous aimez la similitude ou la dissemblance? Est-ce que l'amour est fait de complémentarité?
de polarité opposée ou de similitude, etc. On a vu une deuxième chose là ensemble qui est ce que vous aimez chez les autres. Cette fameuse question des qualités, avec cette thèse très lapidaire, moi je ne suis pas d'accord avec Pascal, mais qui est magnifiquement exprimée par Pascal, qui est qu'on ne peut aimer une personne que pour ses qualités, la personne étant toujours distincte de ses qualités, on n'aime jamais personne pour elle-même. Ça, c'est une position philosophique qui est très célèbre et qui est défendue par Pascal, et je vous mettrai le texte. Tout ça m'amène à une troisième question. On peut avoir une vision très idéaliste de l'amour, et peut-être chercher un objet rêvé ou fantasmé, ou un objet idéal. Et on peut avoir une vision très pragmatique du rapport amoureux, fonctionnel. J'allais dire, vous, quelle est la vision qui vous parle le plus? Si je vous dis l'amour, c'est une quête d'absolu, c'est une quête d'un objet rêvé, etc. Ou si je vous dis finalement l'amour, c'est une relation, on a des besoins, on se rencontre, on s'associe, et puis bon, ça fonctionne ou pas. Quelle est la vision qui vous parle le plus? La vision plus idéaliste ou la vision plus pragmatique du rapport amoureux? L'évolution. L'évolution, c'est-à-dire? Eh bien, quand on rencontre quelqu'un ou quand on s'engage dans quelque chose, ce qui est important, c'est effectivement que la situation vous élève. Ah, vous fasse évoluer. Oui. D'accord, oui. On retombe sur ce que disait Madame, oui, tout à fait, sur le fait qu'on aime être porté, aspiré vers quelque chose qui, d'une certaine façon, nous permette de nous élever. Oui, on retombe sur, effectivement, quelque chose qu'on avait vu. Mais j'allais dire, est-ce que vous avez une vision plutôt pragmatique de l'amour et des relations, ou une vision plutôt... Les deux. Moi, je pense que la vision idéaliste, on l'a quand on est adolescent, quand on est jeune, quand on découvre, tout ça. Puis après, c'est la désillusion. Puis après, on... à un certain âge, on a plutôt la vision pragmatique. Vous avez plutôt la vision pragmatique, d'accord, ok. Vous êtes d'accord avec ça, plutôt, avec cette idée? Non? Ah, alors madame, pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec ça? Parce que je trouve aussi que d'avoir trop les pieds sur terre, c'est un peu un problème. C'est vrai que si par exemple vous aimez quelqu'un et vous dites je suis quelqu'un de terre à terre, c'est quelqu'un qui fait bien le jardinage, quelqu'un qui bricole pas mal, vous dites à vos copines, bon voilà, c'est quelqu'un... Non mais vous pourriez dire, c'est quelqu'un, je sais pas, il a un SUV, je veux dire, il a pas mal de temps disponible, il bricole bien, c'est sympa. Alors, quel est le... Alors, est-ce que ça fait pas rêver? En tout cas, je vous pose justement la question de savoir pourquoi, parce qu'il y a une profonde dualité dans l'amour. Il y a à la fois un objet réel qui est la personne qu'on va aimer, et l'amour, c'est aussi une quête. C'est une quête personnelle, je l'ai dit, même identique. C'est de l'impalpable, ça veut dire qu'effectivement, je rejoins la part de rêve, c'est-à-dire que c'est ce qui aussi nous fait avancer dans une situation de couple où on a qu'il faut conserver complémentarité plus effectivement une part de rêve à deux, parce que bon, l'idée c'est d'être à deux et de suivre ce chemin de... Voilà. Donc il y a quand même une dimension qui doit être une échappée où on aime une personne peut-être pour tout un tas de raisons qui sont des raisons pratiques, pragmatiques, etc. Ça fonctionne, la relation fonctionne, mais il y a dans l'amour peut-être, quand je disais une quête ou un objet idéal rêvé, je suis même allé jusqu'à ce gros mot qui est l'absolu, une quête d'absolu. Voilà, je sais que, voilà, non mais j'abuse, mais je le dis quand même. Donc, attendez, madame, et puis après, oui, Françoise. La démarche, elle est personnelle. Dans un premier temps, effectivement, il y a cette quête d'aller vers quelque chose qu'on a idéalisé ou pas, et la rencontre se base sur des tas de critères, mais notre quête, elle est vraisemblablement vers un idéal. Alors je pose justement, c'est madame qui vouliez prendre la parole. Attendez, je vous donne tout de suite la parole, mais je double la question pour l'ancrer dans l'époque contemporaine. Je pense aux sites de rencontres. Et moi, il me semble qu'il y a toujours un peu une méprise dans les sites de rencontres, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pragmatique. Bon, j'arrive, j'ai pas beaucoup de temps, je vais rencontrer des personnes. Il y a un algorithme qui va présélectionner, il y a un ensemble de critères, je vais faire une présélection, je vais avoir un ensemble de profils.
Ça me permet de gagner du temps, je ratisse large, excusez-moi l'expression. Donc il y a un ensemble voilà, de panels de... Ah oui, parce que si vous sortez, vous allez rencontrer 2-3 personnes, mais là, vous avez accès à un panel très large, vous rentrez des critères, vous faites une présélection, d'après ce que vous pensez rechercher. Ça aussi, c'est... voilà. Donc peut-être que parfois on se laisse surprendre, mais là, il y a peut-être peu de surprises au préalable. Et donc, a priori, vous prédéterminez le profil, c'est pour ça que je parlais d'idéal, de la personne que vous voudriez rencontrer. En tout cas, vous mettez des bornes, des barrières. Puis on vous propose des profils. Est-ce que cette version, est-ce qu'on revient au thème de la rencontre? On boucle la boucle, là, finalement. Qui précède la rencontre, il y a quelque chose à la fois de l'attente, qui est pragmatique, parce que c'est très pragmatique de rentrer des critères, et en même temps, est-ce que c'est si pragmatique que ça, cette recherche amoureuse? Madame, vous vouliez prendre la parole, José. Oui. Non, on a parlé de quelque chose, mais on n'a pas parlé du fantasme, parce qu'en fait... Eh bien, c'est de ça dont je parle. Quand vous rentrez des critères d'une personne que vous voulez rencontrer, est-ce que c'est, dans l'objet de l'amour, quelque chose qui précède la rencontre? Est-ce qu'on aime peut-être avant d'aimer? C'est-à-dire que vous êtes à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un, et qui est fait aussi, je parlais de rêve, on peut dire fantasme, c'est notre façon, attente idéale. Et le problème, c'est de savoir si, en partant de cette recherche, qui à la fois semble très pragmatique, faite de critères, d'algorithmes, et en même temps ne l'est pas tant que ça, on ne risque pas un petit peu d'être déçu, puisqu'on va chercher pragmatiquement quelque chose qui doit répondre à un idéal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bon, alors, mettons les pieds dans le... Qui a utilisé les sites de rencontres? Non, je plaisante. Vous n'êtes pas obligé de... Alors, Franck qui a utilisé les sites de rencontres... On ne rencontre que ce qu'on ne cherche pas. On ne rencontre que ce qu'on ne cherche pas. Encore la rencontre? Non, mais je veux dire, justement, voilà, on parle de rencontre. Mais parce que la rencontre, c'est la surprise. Enfin, oui, c'est une part d'inconnu, une part de surprise, une part de quelque chose qui n'est pas ce que j'avais prédéterminé aussi. Et là, il y a vraiment rencontre, d'une certaine façon. Moi, les sites de rencontre, ça me fait penser au supermarché. Mais il s'appelle bien site de rencontre. Il s'appelle site de rencontre. Donc on vient pour rencontrer quelqu'un. Ah oui, non, bien sûr, je ne dis pas que... Mais il y a des gens qui se sont quand même rencontrés comme ça. Oui, madame. Rappelez-moi votre prénom. Sylvie. Sylvie. C'est parce qu'ils sont trompés. Ah, ils se sont trompés. Oui, mais ça dure. Sylvie. Vous n'avez pas évoqué justement la rencontre coup de foudre inattendue. Ah oui, bien sûr, mais... C'est mieux. Oui, alors il y a une grande théorie qui est celle de Stendhal dans son... Ah, rien n'est prémédité. Vous ne pouvez pas les savoir. Par exemple, une grande thèse de Stendhal dans son ouvrage de l'amour, c'est la cristallisation, c'est-à-dire que pour Stendhal, alors il a des analyses qui consistent à dire, vous savez, la cristallisation, pourquoi il appelle ça de ce terme, c'est que dans les mines de Salzbourg, qui étaient des mines de sel, quand on laissait tomber une branche, le sel venait s'agglomérer et faisait qu'il y avait un miroitement, voilà, parce que des cristaux de sel, c'était... voilà. Et il dit que c'est la même chose dans l'idéalisation de l'être amoureux, c'est-à-dire que il y a un principe qui est le principe de plaisir pour Stendhal. C'est-à-dire que vous cherchez quelqu'un, vous avez déjà vu quelqu'un, pas forcément, vous ne voulez pas forcément parler, etc. Mais vous aurez d'autant plus de plaisir à l'aimer que vous l'imaginez plus parfait. Et donc ce principe va vous conduire à idéaliser la personne pour avoir d'autant plus de plaisir à l'aimer, d'une certaine façon. Donc c'est un principe d'idéalisation, d'une certaine façon. Et pour Stendhal, pour répondre à votre question, lui, il pense que, en fait, le coup de foudre, en fait, il a une logique, c'est qu'en fait, on est déjà amoureux ou amoureuse avant de tomber sur la personne, mais on n'a pas encore l'objet sur lequel, justement, cristalliser ou sur lequel, comment dirais-je, investir, en termes freudiens, si on veut, la passion amoureuse ou la pulsion. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse des sites de rencontres qui a une grande ambiguïté? Parce que je vous disais, est-ce que vous êtes plutôt pragmatique? Est-ce que vous êtes plutôt idéaliste? Est-ce que vous êtes d'accord que les sites de rencontres, c'est très pragmatique et en même temps, ça pose un énorme problème parce qu'on est en recherche de quelque chose qui n'est pas si pragmatique que ça? Vous êtes plutôt d'accord avec ça? Oui. Je prends un cas, parce qu'on parle de tomber amoureux, du coup de foudre, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que parfois, il y a des gens, ils aiment tomber amoureux, en fait? Oui. Expliquez-moi ce paradoxe, parce que on pense d'abord qu'on aime quelqu'un, mais est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que parfois il y a des personnes qui aiment être amoureuses? Oui, parce que ça nous met dans un état très particulier. Parce qu'on aime cet état, d'accord.
Mais alors, l'amour, en fait. ils aiment l'amour. Il y a un effet comme ça peut trouver dans certaines drogues. Alors on peut même aimer aussi comment dirais-je, des manières d'aimer, comme le romantisme aussi, tout à fait. Oui, Parce que tomber amoureux, ça vous remet en vie. tout à fait. On revient sur la vie. On revient sur la vie que vous aviez évoquée. Ah oui, ça a même ressuscité. Oui, ça redonne. Ah oui, l'amour, c'est une puissance de vie. Oui. C'est quoi la différence donc de critères des Don Juan par rapport à la beauté et cette idée d'aimer être amoureux? Alors je ne sais pas si... Ah, c'est une bonne question, parce qu'en fait, je ne sais pas si Don Juan il est si amoureux que ça, en fait. Hein. Mais en fait, Don Juan, dans son argumentaire, il dit que la beauté est une qualité qui est digne d'être aimée et que c'est une injustice que de ne pas l'aimer. Et il dit que la fidélité, c'est être injuste. Parce qu'on se fixe sur un objet. Alors c'est dans la pièce de Molière, il dit à un moment à Sganarelle, quoi, tu veux qu'on s'arrête au premier objet, d'ailleurs il dit au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu. Et donc il dit après, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Je ne suis pas sûr qu'il soit si amoureux que ça, Don Juan. Attendez, Fabienne, parce que il y a... Oui, Anne-Laure, oui. Il a un petit peu d'amour propre. Il a un peu d'amour propre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est... oui, bien sûr, il a de l'amour propre, il aime la conquête, il dit tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Et bien, quand il a conquis une femme, finalement, plus rien n'est à prendre. Alors, comme Madame disait, je veux d'abord avoir. Mais alors, quand on a la personne et qu'on l'a et que de cette façon on l'a eue, qu'est-ce qui fait qu'on peut encore la désirer, quoi? C'est vraiment une question. Mais en tout cas, il y a un paradoxe dans l'amour, c'est que devient l'objet de l'amour, alors si on aime simplement être amoureux ou amoureuse? Les personnes, est-ce qu'elles tombent amoureuses parce qu'elles aiment être amoureuses? Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes comme ça? Et est-ce qu'il y a un problème, du coup, quand on fonctionne comme ça, quand on aime l'amour? La lassitude? Alors l'autre n'existe pas, ou en tout cas peut-être pas en tant que tel. Oui. C'est Anne-Marie? Oui, c'est ça. Moi je pense que tout le monde n'a pas la passion, tout le monde n'est pas amoureuse, tout le monde n'est pas... Il y a des personnes qui n'ont jamais aimé, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est, de se mettre dans un état comme ça, c'est dangereux, tout ça. Mais toute notre vie, on nous a éduqués aussi, on a lu, on a regardé des films, on a été porté par tous ces films, de Madame Bovary à Out of Africa, on a rêvé d'être... Vous avez regardé Out of Africa parce que Robert Redford nous a quittés, l'ont repassé? Oui, oui, c'est vrai. C'est un réel plaisir, donc on est complètement... Ah, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que finalement, on est conditionné à aimer. Oui, aussi, moi je pense. Mais alors que devient l'objet de l'amour, alors, si on est conditionné à aimer, finalement? Il faut se laisser prendre aussi à tout ça. J'allais vous dire, il y a une phrase de La Rochefoucauld, qui est un moraliste du XVIIe, qui disait la chose suivante, je ne sais pas si vous en serez d'accord, il y a des gens qui n'auraient jamais connu l'amour, il y a des gens qui ne seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Vous êtes d'accord sur ce fait qu'il y a un mimétisme dans l'amour? On aime parce qu'on est conditionné. Ça vous? Oui? Vous le pensez vraiment? Non, je crois que l'humain est fait Pourtant, vous m'avez donné les films, les séries, les... Parce que c'est tellement beau, c'est tellement... Je pense que c'est dans la nature humaine. On en voit et on a envie de le connaître. On a envie de connaître ce sentiment, on a envie de se laisser prendre. Et on prend des risques aussi. Oui, j'ai entendu, la notion de risque revient souvent. C'est risqué d'être amoureux, attention, l'amour est un risque. J'ai entendu que c'est important le risque, et le risque est là. Oui. Moi je pense que l'être humain, il est rempli d'émotions, de sensations, de sentiments. Il a une âme, enfin ce qu'on appelle l'âme, qui est en lui et donc qui ressort justement par ces sensations d'amour qu'on a envie de donner ou de recevoir. Ou de recevoir, ouais. Voilà. Vous rejoignez ce que disait aussi Fabienne, qui est une ouverture de vie. Elle parlait même du fait de ressusciter à travers l'amour, parfois. Et on cherche à connaître ça. Et là, on parle plus de l'objet. Et c'est pour ça là, on parle plus de l'objet de l'amour, d'une certaine façon. On parle de notre rapport au sentiment amoureux. Oui, Françoise. De la même façon que vous avez dit
imaginer une société où on apprendrait que l'amour, c'est risqué, c'est dangereux, ou ça n'est pas le but, la finalité. Est-ce que l'individu, l'être humain, intrinsèquement, passerait outre c'est une bonne question parce que, en fait, je dirais que la réponse, à vous entendre, hein, quand vous prenez la parole, mais tout le monde ne sera peut-être pas d'accord parce que je reflète simplement le sentiment de personnes qui ont pris la parole, c'est que si l'amour est une puissance de vie, il est lié à la vie. Il n'est pas que social. Il n'est pas que conditionné socialement. Mais, en même temps, il ne faut pas minimiser le poids des modèles sociaux. Oui, Frédéric. Pour ça, je pense qu'on est conditionné différemment selon qu'on est un homme ou une femme dans les sociétés occidentales. Conformément à certains discours machistes, antiféministes qui conditionnent l'esprit des femmes pour qu'elles recherchent l'amour. Alors pour les hommes, ce ne serait pas la même chose. Alors les féministes qu'on dit, par exemple, un homme a besoin d'une femme, une femme a besoin d'un homme comme un poisson a besoin d'un vélo. C'est un slogan féministe des années 60 et 70. Comme un poisson a besoin d'un vélo. Oui, alors c'est un slogan féministe que je ne connaissais pas, mais ça me fait penser à une référence, je vous la donne. Je pourrais les mettre, je n'avais pas prévu, mais je la mettrai dans les textes. Il y a alors c'est un personnage littéraire que je vais citer, c'est une femme qui est très méchante. Alors c'est pas pour casser du sucre sur les femmes, mais c'est la marquise de Merteuil. Dans Les Liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos. Comme on est à La Rochelle, autant citer Chauderlot de Laclos, qui est lié à La Rochelle. Et la marquise de Merteuil, dans une lettre très célèbre et incroyable, décrit son itinéraire on peut dire, de monstre. Comment elle est devenue ce qu'elle est, et elle sait qu'elle est un monstre. Et elle l'assume, elle le revendique. Hein. Elle dit « Née dans ce siècle pour venger mon sexe et dominer le vôtre ». C'est la lettre 81, si vous voulez la lire. Je mettrai un extrait, hein, la lettre 81. Et à un moment, elle dit la chose suivante, elle est pas très sympa avec les autres femmes. Elle dit la chose suivante. Elle s'adresse au vicomte de Valmont, c'est un roman épistolaire, donc elle lui écrit... elle dit gardez en substance, gardez vos craintes et vos conseils pour les femmes à sentiment, pour les femmes à délire, et qui se nomment à sentiment. Et elle dit la chose suivante. Elle dit de ces femmes, alors vraiment c'est pas très sympa, hein, qui, n'ayant jamais réfléchi, confondent sans cesse l'amour et l'amant, l'amour et l'objet aimé, qui, dans leur folle illusion, croient que celui-là seul avec qui elles ont cherché le plaisir en est l'unique dépositaire, et, vraies superstitieuses, ont pour le prêtre le respect et la foi qui n'est dû qu'à la divinité. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, les femmes, elles aiment l'amour. Alors qu'elles vont rencontrer un objet qu'elles vont aimer, qui va être un amant. Mais c'est qu'un prétexte à connaître l'amour. Le vrai culte, le vrai Dieu qu'elles aiment, c'est l'amour. Et elles ne peuvent célébrer ce culte qu'avec, elles nomment un prêtre, qui est l'homme qu'elles vont aimer. Mais en réalité, elles ne s'avouent pas elles-mêmes, elles ne se comprennent pas elles-mêmes. Avant d'aimer un homme ou une autre femme, elles aiment l'amour. L'objet est second. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Pas sur les femmes, parce qu'on transpose, je veux dire, ça pourrait s'appliquer aux hommes. Est-ce que d'abord on aime l'amour et on rencontre quelqu'un qui nous donne cet amour, ou qui nous permet, parce que Véronique a dit, on peut aimer et être aimé, on cherche à aimer et être aimé. C'est ça la quête fondamentale peut-être. Et après on rencontre quelqu'un. Et en fait, fondamentalement, c'est une quête d'amour, et l'objet, on va le rencontrer, mais on ne s'avoue pas à nous-mêmes que l'amour est premier par rapport à l'objet. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. En fait, la marquise, c'était une marquise, elle avait l'argent. Elle n'avait pas besoin d'aller chercher un époux pour pouvoir vivre. Alors, tout à fait. Dans le roman, en fait, elle a perdu son époux quand elle était jeune, et ce qui lui permet, en tant que femme du XVIIIe siècle, de gérer sa fortune de façon indépendante et de ne dépendre de personne. Donc, elle a effectivement toute l'attitude de comment dirais-je, de ce point de vue-là, hein, bien sûr. Et en plus, elle a déjà vécu l'amour, du coup, elle se permet de juger les autres femmes qui n'ont pas vécu l'amour, donc... Parce qu'elle se sent supérieure aux autres femmes. Parce que moi, j'ai compris l'amour. Oui, mais admettons. Alors, c'est vrai que c'est méprisant. C'est vrai que c'est un personnage qui n'est pas très aimable.
Mais je l'ai cité parce qu'il permet de poser le problème. Est-ce que l'amour, c'est chercher à aimer et être aimé, et puis on rencontre quelqu'un qu'on va aimer, ou alors, et là on revient sur la rencontre, c'est incroyable ce dialogue philo, ou alors on rencontre quelqu'un, et c'est ce quelqu'un qui nous fait aimer qui est premier. C'est quoi pour vous? C'est le premier. C'est la rencontre. Ah non, c'est le premier. Alors, moi, je pense que les humains... attendez. Oui, allez-y, Sylvie. Je pense que les humains, un bébé cherche l'amour de sa maman. D'abord, l'amour est premier. Pour vous, ok. Mais l'amour amoureux, bien entendu, c'est dans l'humain. Et après, l'objet qu'on va aimer, la rencontre, est second pour vous. Anne-Marie, puis après Alice. Moi, d'après moi, c'est les rencontres qui font aimer. La rencontre est première. L'être qu'on va rencontrer est premier. Oui. D'accord. Oui, Alice. Je pense qu'on se fait une idée de l'amour qu'on recherche. Et lorsqu'on rencontre une personne qui devient l'objet de notre amour, ce qu'on recherche se transforme. En fait, la rencontre... Ah, il y a une alchimie. De différent. Et un cran au-dessus... Ah, vous avez un esprit de synthèse, Alice, parce que vous dites effectivement en premier, il y a l'amour, on cherche à aimer et être aimé dans la vie. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'aiment jamais dans leur vie, ce qui doit être terrible, et voilà. Mais c'est une misère morale dont ils n'ont peut-être pas conscience, je ne sais pas, s'ils sont incapables d'aimer, je ne sais pas. Et on va rencontrer quelqu'un pour aimer et être aimé, enfin en tout cas on espère être aimé, on va pour aimer, et cette personne va transformer ce qu'on entend par l'amour. Ok. Donc vous avez fait une synthèse qui est intéressante de ce point de vue-là. Oui. Et si on était condamné à la rencontre, simplement, moi je ne suis pas persuadé. Condamné à la rencontre? Si on était condamné à la rencontre, simplement parce qu'en tant qu'espèce animale, on est un singe grégaire. Un singe évolué. Mais Frédéric, tu dis ça au moment des rencontres, quand, au premier rendez-vous on est amené à rencontrer nos semblables du fait de notre disposition en tant qu'espèce animale. Tout à fait. Très sociaux, mais hyper sociaux. Et il va y avoir des rencontres dites amoureuses dans ce cadre-là, parce que, comme d'autres animaux, on va forcément, à un moment donné, penser à s'accoupler et rencontrer, faire une rencontre. Ça, c'est après le cinéma, pendant le dîner, que tu expliques le... C'est l'anthropologue Desmond Morris qui a dit « L'homme ne descend pas du singe, l'homme est un singe ». Donc, comme des bonobos, ils vont très très loin. Ah, comme des bonobos même. On va beaucoup moins loin qu'eux. D'accord. Non, pour savoir, c'est votre vision. Ok. D'accord. Et si c'était simplement ça? Oui, alors non, mais il y a deux choses. Il y a la biologie qui détermine sans doute l'attraction, mais est-ce que c'est ce qu'on appelle l'amour? Mais tout à fait, il y a l'attraction, l'attirance, mais l'amour, il est fait d'inflexions tellement nuancées comme la tendresse, mais qui existe chez les animaux aussi, qui existe chez les animaux, et il est fait parfois aussi d'actes qui sont d'une grande beauté morale aussi, donc qui n'ont pas uniquement une nécessité liée à la survie. Mais effectivement, la racine, c'est quand même que nous sommes des êtres sexués. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose ce soir. Voilà. Et puis, il y a quand même sans doute un instinct de survie de l'espèce, donc il faut à un moment se reproduire. Voilà, en tout cas, il y a un instinct de survie, au moins à titre personnel, et peut-être de l'espèce, qui suppose qu'effectivement, il y a quand même une racine, sans doute biologique, du désir. Mais j'ai envie de vous titiller une dernière fois. Je crois que j'ai encore le temps, là. On ne va pas être envoyé par là. On est tout juste, mais j'ai quand même le temps de... Je résume un peu ce qu'on a parcouru ce soir. Après le petit préambule que j'avais fait, je vous ai demandé si l'objet de l'amour, c'est plus une similitude ou un objet opposé, différent de nous, voire une polarité opposée. C'est la question de la complémentarité. Je vous ai demandé ensuite ce que vous aimiez, chez quelqu'un. C'était la grande question des qualités, ce qui fait que quelqu'un est aimable pour vous, parce qu'on aime quelqu'un, mais aussi on aime quelque chose chez quelqu'un. On a abouti à la thèse de Pascal que je ne revendique pas pour moi-même, mais qui est très belle, très célèbre, qui est qu'on n'aime que des qualités, et une personne étant distincte de ses qualités, on n'aime jamais une personne pour ce qu'elle est.
On a enchaîné sur cette question très ambiguë de votre vision de l'amour. Est-ce que l'amour, c'est une recherche pragmatique, pratique, socialisée, etc. ou une quête d'un idéal, d'un objet rêvé, voire d'un absolu? Et j'ai pris cet exemple des sites de rencontres qui est tout à fait hybride et ambigu, où à la fois on a quelque chose de très pragmatique, même de l'ordre du calcul, et en même temps on voit que se mêle dans l'attente quelque chose qui n'est pas que pragmatique. Et puis on est allé, là dans les questions que je vous ai posées, sur cette question de la primauté. Est-ce qu'on est d'abord en recherche d'amour, aimer, être aimé, et on rencontre un objet, une personne qui va nous permettre de vivre ça, ou bien est-ce que la rencontre est première avec cette personne et l'amour est second? J'aimerais vous poser une dernière question pour vous titiller sur cette question de l'amour. Je vous fais une suggestion, vous me dites si vous trouvez que c'est correct. Peut-être que l'amour a un objet contradictoire. Pourquoi? Parce qu'on cherche à être aimé par quelqu'un de libre. C'est pas très flatteur d'être aimé par quelqu'un qui n'est pas libre. Et en même temps, vous allez me dire si je me trompe, quand on aime quelqu'un, quand on veut être aimé, on veut que la personne s'attache à nous, qu'elle se lie à nous, et donc qu'elle perde un petit peu de liberté. Est-ce que le grand problème de l'amour, c'est pas qu'on veut deux choses contraires, aimer une personne libre, et en même temps, Madame disait avoir tout à l'heure, je dis posséder, mais et en même temps, on veut que la personne s'attache, je prends le mot attachement, et donc, soit un peu moins libre qu'elle l'était avant de nous rencontrer. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a cette ambivalence? Est-ce que pour vous, la question de la liberté est un grand problème de l'amour? Pour vous? Oui? Parce qu'on veut tous être indépendants, oui. On veut tous aimer. Ah ben voilà. Donc ça, c'est ce que j'entendais par là. On peut être dans l'amour. Oui, madame, rappelez-moi votre prénom? Lucie. Oui. Le respect. Le respect de chacun. Tout à fait. Mais alors, je vous prends... Deux êtres vont se rencontrer avec chacun leur histoire, que l'autre tout à fait. va plaire à l'autre, mais bon, ok, on va passer des bons moments, mais le respect, à un moment donné, il va y avoir... il va se friter. Ah, d'accord. Et voilà, et quand on se frite, il faut se respecter. Mais je veux dire, ça va être... Tout à fait. Je vous prends deux exemples. Vous me dites si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui se passe si une personne vous est totalement acquise? C'est-à-dire, je prends l'idée de madame, vous avez eu, je ne me souviens plus de votre prénom, vous avez eu la personne et vous savez qu'elle vous est totalement acquise, c'est-à-dire quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, bon, vous savez que cette personne, elle vous est acquise finalement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez de la chance? Ah, vous êtes en recherche de quelqu'un comme ça? D'accord. Attendez. Chut. Lassitude, ok. Ça existe ça, quelqu'un totalement acquis? De totalement acquis? Peut-être je force un peu le trait, mais Muriel. Et puis après Fabienne. Ah, Béatrice, pardon. Quittez Muriel alors. Si tout est acquis, il n'y a plus de désir, parce que c'est quand même le manque qui va générer le désir. Oui, je pense aussi. Donc, oui, Fabienne. Oui, mais donc, si vous voulez construire quelque chose, construction. Dans l'amour, on est obligé de construire, parce que sinon, on peut pas faire un couple, on ne peut pas avoir de projet. Donc déjà, peut-être cette construction extérieure, il faut déjà l'avoir en soi. Oui, tout à fait, mais j'allais dire, ça c'est un projet bien sûr, qui est un projet de long terme, de construction, etc. Mais vous avez oublié la maison, parce qu'on construit aussi une maison parfois aussi, on veut... voilà, donc il y a la construction, elle est à plusieurs... non, mais bien sûr, c'est une dimension importante. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement cette construction... Pour moi, elle repose sur quelque chose, j'ai parlé de l'ambivalence de l'amour ou de la contradiction. Quand on veut que quelqu'un nous aime, on veut forcément un attachement de la personne. Et cet attachement, il est forcément synonyme d'une perte relative de liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, Françoise. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Oui, il y a ça. Alors, je prends l'effet inverse. On va voir si vous êtes des grands partisans de la liberté. On a vu que l'absence de liberté vous pose problème. Quelqu'un totalement acquis, finalement, c'est la lassitude, la personne nous est trop gagnée, etc. Je prends l'extrême inverse, puisque vous aimez la liberté. Admettons que vous soyez avec une personne depuis un certain temps, et que vous lui posiez la question, il ou elle, de savoir pourquoi cette personne est toujours avec vous. Et cette personne vous fait la réponse suivante. Vous allez voir, je vais vous donner un auteur après qui parle justement de cette réponse.
Cette personne vous dit, donc il ou elle, je suis toujours avec toi parce que je me suis engagé, j'ai fait une promesse, je me suis librement engagé, je suis quelqu'un qui tient ses promesses. Quel est le problème? Parce que la personne est là, elle est disponible, elle répond présente, elle s'est librement engagée, la fait un acte de liberté, elle s'y tient, elle est là. Trop pragmatique, il n'y a pas assez de fantasme. Il n'y a pas assez de fantasme? D'idéalisation. Il n'y a pas assez de sentiments? On dirait un contrat. Ah, super. Est-ce que l'amour, dans sa version moderne, contemporaine, je dirais, on parlait de la société capitaliste, moi je dirais, pour avoir un mot un peu plus large, la société marchande. C'est une société contractuelle. Donc l'amour, à un moment, a affaire au contrat. Pas forcément le contrat de mariage, etc., mais pas forcément le Pacs, mais il y a forcément une entente, une, entre guillemets, contractualisation dans l'amour. Et c'est cette question de notre vision de l'amour. Est-ce que c'est un rapport contractuel au sens juridique voilà, et économique, c'est une entente ici économique, ou bien est-ce que finalement ce contrat, il y a quelque chose de plus large? On parlait du respect tout à l'heure, qui est un contrat, alors je ne vais pas parler d'Darty, mais un contrat de confiance. Ouais, bon, voilà. Donc il y a cette idée-là. Vous ne seriez pas satisfait. La personne vous dit, voilà, je suis là, je me suis librement engagé, je tiens ma promesse, je suis une personne d'honneur. Je suis présente, je réponds présente. Ça ne vous satisfait pas, ça? Non, c'est pas lié. Oui, Alice. Parce qu'on sait qu'une réponse comme ça dénote un manque de liberté. En fait, un manque de liberté. Une personne qui me dit ça, c'est une personne qui s'enchaîne et donc qui se prive elle-même de sa liberté. Oui, alors, on pourrait le formuler comme ça, d'une certaine façon. Oui, madame. Ça fait sortir uniquement l'aspect contractuel et sans sentiment ni affect. Tout à fait. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il existe un texte célèbre où Sartre exprime ce qu'il pense être l'ambivalence, voire la contradiction profonde du sentiment amoureux. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il dit finalement, qu'est-ce qu'on cherche quand on aime? On veut être aimé. Et qu'est-ce qu'on veut quand on veut être aimé? L'expression de Sartre, c'est posséder une liberté comme liberté. Madame parlait de avoir ou de posséder. Or, posséder une liberté est impossible au sens strict. Posséder une liberté comme liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Sartre dit, si la personne nous est trop acquise, et après je donne tout de suite la parole, la personne n'est plus libre, elle n'a plus d'intérêt pour nous. Parce qu'elle est libre de nous choisir. On veut quand même être choisi par la personne, que la personne soit libre de nous choisir et qu'on soit l'élu du cœur de quelqu'un. Et en même temps, si la personne n'est que libre et que d'une certaine façon, elle est que dans le libre engagement contractualiste et que d'une certaine façon, il n'y a pas l'attachement qui fait qu'elle perde un peu de liberté, on est insatisfait. Madame, vous vouliez? Personne n'appartient à personne, mais ce que dit... oui, tout à fait, bien sûr, ça, effectivement, dès qu'il y a une appartenance, il y a quelque chose, l'amour est un peu écorné, il y a un problème dans l'amour. Mais, je dirais, le problème fondamental, c'est la liberté, alors de soi-même, bien sûr, mais aussi de l'autre, dans ce qu'on attend de l'autre. Parce qu'on disait, on cherche à aimer, à être aimé. Qu'est-ce qu'on attend quand on attend d'être aimé? Parce que nous, on aime un objet, etc. On attend de la personne d'être aimée. Quel attachement on attend de la personne? C'est aussi une question. Alors... Et puis après vous. Un pourcentage de liberté. C'est quoi le pourcentage? C'est quoi? C'est... Ça dépend de chaque personne. Des personnes très attachantes vont vouloir 90% de liberté. 90. Il reste que 10% de liberté. Donc, et la personne qui est très libre va vouloir seulement le 10% de personne. D'accord. Très bien. Oui, c'est intéressant cette idée de pourcentage. Madame, quel est votre prénom? Océane. J'ai du mal à comprendre qu'on reproche des guillemets à une personne de perdre cette liberté-là parce qu'elle nous aime, mais nous, on est aussi dans l'amour, donc on perd aussi une part de liberté. Enfin, du coup, on peut pas... je comprends pas qu'on puisse reprocher à quelqu'un... La question est en miroir, tout à fait. Mais en fait, je vous pose la question pour vous parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, parce que je ne sais pas qui vous aimez, mais c'est ce que vous attendez de l'autre comme attachement. Parce que... la thèse de Sartre, c'est qu'en fait, on attend de quelqu'un à la fois qu'il reste libre, mais qu'en même temps, ce mot, c'est qu'il ou elle démissionne. C'est-à-dire, vous savez, comme quelqu'un qui accepte de mettre un genou à terre, qui dit, voilà, bon ben, d'une certaine façon,
j'ai une faiblesse pour quelqu'un, c'est avouer une faiblesse pour quelqu'un. Et donc, l'amour, c'est quelque chose d'ambivalent, parce que à la fois on attend que la personne reste libre, et en même temps, si la personne est libre de nous quitter chaque matin, ça pose problème. On veut aussi qu'il y ait un attachement qui fasse que la personne ressente le fait qu'elle pourrait nous quitter, mais que c'est comme si elle ne pouvait pas le faire. C'est tout à fait ambigu. C'est sur le mode un peu du comme si. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? J'en terminerai là parce que je sais qu'on est à la fin. Il y aura beaucoup à dire, bien sûr, et malheureusement, on ne peut pas poursuivre jusqu'à des heures indues. Mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce grand problème de la liberté entre moi et l'objet que j'aime, etc. Parce qu'en fait, l'objet que nous aimons, c'est un sujet. C'est un sujet de liberté, de conscience, de volonté, etc. Et donc, si c'est un sujet, on parlait du respect tout à l'heure, qui est la meilleure façon de traiter l'autre comme un sujet. L'objet que nous aimons, comme il est un sujet, il y a toujours cette question du rapport des deux libertés, qui à la fois s'attachent et en même temps veulent continuer d'exister. Voilà, on est obligé de terminer là. Donc, merci de votre attention. Bonne fin de soirée à vous. Bravo, vous avez été très bon. Vous avez été très bon.